Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents là ce soir pour parler du Front populaire de juin 36. Alors, j'ai la lourde tâche de devoir passer à 148 pour vous parler du Front populaire qui, à ma connaissance, n'est pas une révolution, mais qui fait partie des grands événements de l'histoire révolutionnaire comme peuvent l'être mai 68, parce que c'est une période dans laquelle il y a une contestation radicale de la société, de la politique, et une période dans laquelle de très nombreuses personnes se lancent dans la lutte pour essayer de tituler ce cours, ce séminaire, juin 36, tout était possible, parce qu'il y a de fortes raisons de penser que tout était possible à ce moment-là pour faire la révolution. Et de ce point de vue-là, je vais essayer de m'atteler à vous montrer en quoi c'était possible et en quoi c'était souhaité par de larges masses à ce moment-là dans le pays, en France, quoi. Mais en même temps, comme je le disais juste avant, ça n'a pas comment dire, réussi, populaire. Et c'est la raison pour laquelle je reprendrai une formule qu'on doit à Daniel Guérin, qui est un militant révolutionnaire de la SFIO à l'époque, qui a participé à juin 36 et qui a écrit un témoignage sur cette période-là. Et ce livre, il l'a intitulé Front populaire, révolution manquée. Le côté révolutionnaire de cette période-là et en même temps l'échec que ça a pu être. De ce point de vue-là, je suis obligé de vous prévenir tout de suite, la présentation que je vais vous faire va être à contre-courant de ce qu'on dit généralement sur le Front populaire, présente plutôt comme étant une victoire, et même pas n'importe laquelle, puisque c'est la victoire qui nous a permis d'avoir pour la première fois les congés payés. Donc, généralement, dans l'imaginaire, même dans le mythe de 36, les congés payés, c'est présenté comme une grande victoire. Néanmoins, ce que je voudrais vous montrer, c'est que les grèves qu'il y a eu, notamment au mois de mai et au mois de juin 1936, entendaient aller beaucoup plus loin et entendaient peut-être même aller jusqu'à renverser la société dans son ensemble. Et on peut dire que le Front populaire, en n'allant pas jusqu'au bout, a déçu les attentes de la classe ouvrière et a même, en un certain sens, participé à une absence de réaction lors de la montrer un petit peu en quoi est-ce que la montée du fascisme et ce que ça implique en France est à l'origine du Front populaire. Ensuite, je vais me focaliser plus sur l'année 35-36, dans laquelle on voit le Front populaire se monter, la victoire électorale. Et je vais essayer de montrer que le mouvement de grève qu'il y a eu après était un petit peu en porte-à-faux avec cette victoire électorale et qu'il y a un peu un conflit entre, d'un côté, la victoire électorale et de l'autre côté, le plus grand mouvement de grève que le pays ait connu à cette époque. Et enfin, dans un troisième moment, on verra ce qui s'est passé après le moment fort de juin 36, en gros toute la répression qui s'en est ensuivie et comment est-ce que le Front populaire s'est finalement avéré être un échec. Bon, sans plus tarder, je vais commencer sur l'avant-Front populaire. Il y a un événement dont on peut vraiment dire qu'il est le point de départ, qu'il est le début qui impulse la dynamique du Front populaire. C'est une grande manifestation qui se tient à Paris le 6 février 1934. Et je précise tout de suite que c'est une manifestation fasciste. C'est une manifestation fasciste extrêmement violente, où il y a des morts, où il y a des centaines de blessés. Et c'est une manifestation qui a pour but de prendre l'Assemblée nationale. Renverser la République. C'est un échec, mais néanmoins, à partir de ce moment-là, se pose la question de quelle riposte la classe ouvrière va donner à cet assaut du fascisme. Et il y a un fort sentiment dans la classe ouvrière, dans les masses populaires, pour donner une riposte, pour donner une réponse à cet assaut des fascistes. Et le Front populaire va être la traduction électorale de cette aspiration antifasciste, suite au 6 février 1934. Alors, je vais essayer de revenir sur les raisons pour lesquelles on en arrive à une manifestation fasciste en plein centre de Paris qui est à deux doigts de renverser la République. En 1934, en France, comme partout en Europe, aux États-Unis et j'ai envie de dire quasiment même dans le monde, c'est la crise économique. Vous savez sûrement qu'en 1929, il y a une grande crise économique qui se déclenche aux États-Unis. Et à l'époque comme aujourd'hui, le capitalisme est déjà mondialisé et quand il y a une crise quelque part, elle a forcément des impacts
au-delà. Et de ce fait, la France est touchée quelques années après par cette crise économique. Ça veut dire qu'il y a un chômage qui augmente, qu'il y a des usines qui ferment, qu'il y a une augmentation sans précédent de la misère. Il y a des marches de chômeurs, par exemple, qui traversent le pays et qui demandent du travail et du pain. Ça crée des tensions avec la police. Ça crée en fait un climat politique et social précaire. En Allemagne, juste à côté de chez nous, en 1933, des circonstances qui sont les suivantes. Social-démocrates allemands ne sont en mesure à ce moment-là de lui opposer une résistance. Et en quelques mois, Hitler fait voter des lois d'exception et arrive à balayer d'un revers de main tout le mouvement ouvrier allemand. Et en gros, il impose sa dictature sans partage. C'est important parce que cette expérience-là, elle instruit la classe ouvrière que le fascisme peut parfaitement gagner sans qu'il y ait aucune riposte, comment dire, mécaniquement. Et en fait, ça marque justement cette absence de réaction sur la gauche de ses opposants. Et globalement, en Europe, il y a des régimes autoritaires, enfin de plus en plus autoritaires, de plus en plus bonapartistes, qui s'installent partout. Donc en gros, le fond de l'air est plutôt au fascisme en Europe à ce moment-là. En France, la situation n'est pas catastrophique, mais elle se dégrade de plus en plus. Le parti qui est au pouvoir, c'est un parti qui s'appelle le Parti radical. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, c'est absolument pas radical, sa politique. Le Parti radical est un parti bourgeois et c'est un parti qui gère plutôt bien l'empire colonial français. Donc de ce point de vue-là, il est l'ami du grand capitalisme et il se débrouille très bien avec. Et il arrive à faire le consensus avec les classes populaires, enfin pas les classes populaires, plutôt la petite bourgeoisie. Et il arrive en gros à maintenir l'unité et à se maintenir aux élections en faisant un peu la promotion du capitalisme comme le meilleur de tous les régimes, le régime dans lequel tout le monde a sa chance, le régime dans lequel les opportunités sont possibles. Mais bon, en période de crise économique, ce genre de beau discours, ça marche beaucoup moins. Et de ce fait, le Parti radical, il est de plus en plus affaibli. Il a du mal à gouverner, il a du mal à faire consensus à l'Assemblée nationale. Il va y avoir une affaire qui va vraiment le mettre mal, ce parti radical, c'est l'affaire Stavisky. Stavisky, c'est un escroc, quelqu'un qui fait des magouilles. Et en gros, dans la presse, on apprend que cet homme a détourné énormément d'argent et qu'il a bénéficié de complicité de la part de ministres, de la part de députés du Parti radical. Donc en gros, il y a un discrédit très profond qui est lancé sur la classe politique. Et à droite comme à gauche, on s'en donne à cœur joie pour critiquer le parlementarisme, pour critiquer les voleurs, pour critiquer tous ces malfrats qui dirigent le pays. Et ça ouvre une sorte de crise à tel point que le gouvernement ne peut plus gouverner. Heureusement, pour le Parti radical, il y a la SFIO, Section française de l'Internationale ouvrière, c'est le parti socialiste de l'époque, qui n'a rien à voir avec notre parti socialiste à nous actuellement, mais qui est historiquement issu de la même branche. La SFIO apporte son soutien au Parti radical en lui disant on va faire en sorte que tu restes au pouvoir, mais il y a une seule condition, on veut que tu limoges le préfet de police de Paris, qui s'appelle Jean Chiappe, c'est le Didier Lallemand de l'époque, la coqueluche des fascistes. Les fascistes l'adorent, ils trouvent que c'est un homme d'ordre, que c'est quelqu'un qui est bien autoritaire. Et ça met un peu le feu aux poudres. Pour répondre à tout ça, ce climat où des voleurs ont volé de l'argent, qui plus est, Stavisky pour dire que tout ce qu'on connaît dans sa rhétorique nauséabonde, il décide de faire une grande manifestation depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à la place à l'Assemblée nationale. C'est une manifestation qui regroupe ce qu'on appelle des ligues fascistes. C'est-à-dire, c'est des sortes de rassemblements, de groupes, de partis, on pourrait presque dire, qui ont en commun une idéologie qui est la suivante. Ils sont pour une révolution nationale. Révolution nationale, ça veut dire l'inverse d'une révolution sociale. Ils sont contre le péril rouge, contre le péril de la révolution prolétarienne.
Et leur programme, c'est travail, famille, patrie. C'est déjà le même programme que Pétain. D'ailleurs, ça tombe bien, l'homme qu'ils aimeraient voir au pouvoir, c'est le maréchal Pétain. Donc, parmi ces ligues, l'une des principales, c'est celle qui est dirigée par par un colonel qui s'appelle le colonel Delarocque, et ça s'appelle les Croix de Feu. Ce sont des anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui sont déçus par la perte de prestige de la France et qui aspirent à un retour de l'autorité. Ils veulent un pouvoir exécutif plus fort et pour ça, rien de tel qu'un homme providentiel pour pouvoir tenir la baraque. Mais on retrouve également des franges beaucoup plus extrêmes de l'extrême droite, comme par exemple l'Action française et les Camelots du Roi, qui eux sont carrément pour un retour à la monarchie et pour comment dire, une politique extrêmement violente envers les Juifs, qui sont accusés de tous les maux. Donc on est dans ce rassemblement un peu hétérogène, mais en tout cas qui est d'extrême droite, ça c'est sûr et certain. Ils organisent leurs manifestations en ordre, disciplinés, quasi militaires, même on peut dire presque paramilitaires. Et une fois qu'ils arrivent sur la place où il y a l'obélisque, ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin et ils entreprennent de passer le pont au-dessus de la Seine qui permet d'arriver à l'Assemblée nationale et la police les en empêche. Il y a des charges de cavaliers, à l'époque la police est encore montée. Les fascistes, ils sont des rasoirs au bout de leur canne pour pouvoir couper les jarrets des chevaux. Donc ça vous dit déjà le degré de détermination dans lequel ils sont. Il y a des coups de feu qui sont tirés, la police riposte, elle ouvre le feu, ça fait plusieurs morts, il y a des tas et des tas de blessés, ça part en émeute, il y a des bus qui sont cramés, des tramways qui sont renversés. Toute la nuit, il y a des échauffourées et des petites barricades qui sont montées ici ou là. Toujours est-il que le lendemain matin, enfin même le soir même, on sait tous que la République a vacillé, que la République a frôlé à ça le putsch, et que en gros, la Troisième République française aurait très bien pu être renversée ce soir-là. À la base, passé ce coup de force des fascistes. Il y a une forte aspiration à riposter. Par contre, dans les organisations ouvrières, la riposte, elle n'est pas évidente. Non pas parce qu'ils n'ont pas envie de riposter, mais parce que les organisations ouvrières de l'époque sont extrêmement divisées. Elles sont divisées comme jamais. Je veux dire, les divisions qu'on a aujourd'hui au sein de la gauche, c'est rien comparé à l'époque. Petit panorama des différents partis politiques et des organisations ouvrières qui comptent et qui pèsent à cette époque. L'un des principaux partis, c'est la SFIO, comme je le disais avant, la section française de l'Internationale ouvrière, qui est un parti socialiste, parti de gouvernement, qui est plutôt réformiste, même s'il y a des révolutionnaires en son sein. Eux, ils veulent bien faire une réponse aux fascistes, mais ils n'ont quand même pas envie de déstabiliser la situation au point qu'ils aient plus de place dans l'hémicycle et dans l'Assemblée nationale. Ils ont porté leur soutien au parti radical. Ils préfèrent rester sur le terrain institutionnel plutôt que de lancer la rue et de lancer un mouvement qu'ils ne contrôleraient pas. À la gauche de la SFIO, on a le Parti communiste, qui à l'époque est un parti qui ne compte pas tant de militants que ça et qui n'a pas tant d'influence que ça, tout simplement parce que depuis plusieurs années, il a appliqué une politique extrêmement gauchiste, extrêmement sectaire, qu'on appelle une politique de classe contre classe. Cette politique, elle est directement dictée par Moscou et par l'internationale communiste. Et en fait, ils obéissent à la politique que dicte le parti communiste du RSS. Et à l'époque, leur idée, c'est de dire que la révolution, c'est pour maintenant, et tous ceux qui ne sont pas avec nous, c'est des fascistes. À l'époque, dans l'Humanité, on peut lire que les socialistes sont des social-fascistes. C'est vous dire à quel point en fait le PC est dans une politique extrêmement sectaire vis-à-vis des autres groupes ouvriers, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent, et c'est vraiment les deux partis ne peuvent pas se voir en peinture. Et dans le domaine syndical, on a la même division. Il y a d'un côté la CGT, celle qu'on connaît, qui est globalement affiliée à la SFIO, et de l'autre côté, on a la CGTU, qui est une scission de la CGT et qui, elle, est totalement trustée par le Parti communiste.
Pour vous donner un petit aperçu du degré en fait, d'opposition et de haine qu'il peut y avoir dans les organisations de gauche, je vais vous inviter à regarder l'image suivante. C'est une affiche de la CGTU, une affiche pour le 1er mai. Bon, vous pouvez voir au centre un ouvrier qui porte le 1er mai avec le drapeau de la CGTU et les ouvriers qui sont derrière. Donc voilà, le PC et la CGTU représentent la classe ouvrière. Ils vont contre le patronat, ces flics, ces gardes mobiles, ces briseurs de grève de la CGT. Donc en gros, très offensif, c'est la révolution tout de suite ici et maintenant. Et si vous regardez bien, derrière, il y a une sorte de personnage qui ressemble à un bourgeois qui est en train de planter un couteau dans le dos à l'ouvrier prolétaire. Et sur ce couteau, il y a marqué CGT. Donc, ça veut dire que la SFIO, la CGT, ils vont planter des couteaux dans le dos, c'est des social-traîtres, des social-fascistes. C'est vraiment la rhétorique de l'époque. Donc ça vous donne déjà, je pense, un niveau du degré d'opposition qu'il peut y avoir dans le mouvement ouvrier de l'époque. D'ailleurs, dès le 9 février 1934, la CGT, enfin pas la CGT, le PC fait une manif tout seul dans le nord de Paris. Ils montent des barricades, ça tire sur la police, ça se balance des pavés, ça se balance des objets incendiaires. Il y a des morts, il y a des coups de feu. C'est extrêmement violent. Donc en gros, eux, ils partent tout seuls pour contrer les fascistes. Ils attendent personne. Le 12 février, là, on arrive à se mettre d'accord et à faire une manifestation unitaire pour répondre à ce qui s'est passé le 6 février. Mais rêvez pas, les deux cortèges CGT, CGTU, SFIO, PC ne partent pas du même endroit et il n'y a pas de raison normalement qu'ils se rejoignent. Et néanmoins, ils vont se rejoindre. C'est-à-dire qu'à un moment, poussés par la masse, poussés par la base, les gens vont se confondre et ne faire plus qu'un seul cortège en criant unité, unité. Et c'est la première fois depuis bien des années qu'on voit défiler côte à côte des militants socialistes, des militants communistes, des syndiqués de la CGTU, ce qui montre quand même l'aspiration à l'unité et l'aspiration à une riposte unitaire à ce moment-là. Le 12 février 1934, il y a 1 million de manifestants dans les rues en France et 4,5 millions de grévistes. Ça vous dit quand même, je pense, dans un pays de 40 millions d'habitants, je pense que ça donne une petite impression de la riposte, ne serait-ce que symbolique, dans une manifestation où il n'y a pas d'échauffourée, que ça représente. Bon, il y a une aspiration à l'unité à la base. Aspiration contre quoi? Contre le fascisme. Il faut expliquer ce que ça veut dire le fascisme, parce que c'est un mot qu'on emploie parfois à tort et à travers, ou qu'on pense comprendre ce que ça veut dire, mais à l'époque, ça revêt un sens très précis. Pourquoi il y a du fascisme un petit peu partout en Europe qui pousse, un peu comme des champignons? Eh bien, parce que le capitalisme est en crise. Et quand le capitalisme est en crise, il y a des classes moyennes qui en font les frais, en tombant dans la misère, en perdant leurs propriétés, en perdant leur commerce, en voyant leurs ressources s'amenuiser. Et ça crée un état de panique chez ces classes et elles se mettent à chercher des réponses. Elles cherchent à trouver une réponse face à la crise. Et le fascisme, c'est une réponse clé en main qui est proposée aux classes moyennes, aux classes petites bourgeoises pour répondre à la crise du capitalisme. En gros, les ingrédients, c'est les suivants. Une forte dose de nationalisme et une forte dose d'autoritarisme. C'est censé normalement régler tous les problèmes. En tout cas, c'est ce qu'ils arrivent à faire croire, les fascistes. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dernière instance, le fascisme ne remet jamais en cause le grand capital. Le fascisme ne remet jamais en cause la propriété privée des moyens de production. Il ne remet jamais en cause les profits. Il ne remet jamais en cause la classe capitaliste. Même si il peut sembler vouloir le faire, ou en tout cas, même si dans sa rhétorique, il peut parfois critiquer les effets négatifs du capitalisme. Bon, ça c'est pour le fascisme. Maintenant qu'on a identifié l'ennemi, comment est-ce qu'on fait pour le combattre? Il y a différentes tactiques qui sont utilisées et qui sont possibles. On a déjà vu celle du Parti communiste, classe contre classe. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes des fascistes, et il n'y a pas de nuance entre les deux. Ça a amené le PC carrément dans une impasse. En 1934, le PC, c'est 30 000 militants. C'est des effectifs qui ont fondu.
C'est un parti qui est vraiment le paria de la politique française. C'est un parti qui est inaudible et que personne n'apprécie de manière générale parce qu'il est trop intransigeant dans sa politique. Il y a une politique qui permet de mieux faire l'unité, c'est ce qu'on appelle le front unique. À ne pas confondre avec le Front populaire, mais ça, je vais expliquer ça tout de suite. Le front unique, c'est proposer une alliance entre les différents partis ouvriers, la SFIO, le PC, entre les organisations syndicales ouvrières, la CGT, la CGTU, pour faire des démonstrations ensemble, pour marcher séparément, parce qu'on garde l'indépendance de nos organisations, mais pour frapper au même moment sur le même adversaire. Ça permet de faire des démonstrations sur le terrain parlementaire, par exemple présenter des listes communes, essayer de défendre un programme à l'Assemblée nationale, mais ça peut aussi être sur le terrain extra-parlementaire, des manifs, des comités, des actions diverses et variées pour en gros montrer une opposition au fascisme. Léon Trotsky, qu'on apprécie beaucoup, lui, il est à fond pour cette tactique du front unique, mais il précise en plus qu'il faut monter dès maintenant des milices ouvrières, c'est-à-dire qu'il faut armer le prolétariat, il faut organiser de manière quasi militaire des sections dans les usines, dans les quartiers, parce que les fascistes ayant attaqué une première fois, il n'y a pas de raison pour qu'ils arrêtent de continuer leurs attaques et il vaut mieux se préparer maintenant avant que ce soit trop tard à riposter aux fascistes. L'idée étant que si les fascistes attaquent dans la rue, c'est uniquement dans la rue qu'on pourra leur tenir la dragée haute et éventuellement les battre. Troisième tactique, le Front populaire. En quoi ça consiste? Ça consiste à faire une alliance électorale, donc pour gagner les élections, sur le terrain parlementaire, une alliance électorale qui va regrouper Parti communiste, SFIO et le Parti radical, c'est-à-dire un parti bourgeois. Mais en gros, on présente le Front populaire comme étant une manière de faire consensus dans la société sans effrayer trop les classes moyennes, pour essayer de les ramener à nous, parce que sinon elles vont aller du côté des fascistes, et faire en sorte que voilà, on arrive à présenter un programme de réforme audacieux, je mets des guillemets, pour en gros résoudre le problème d'instabilité politique qui existe à ce moment-là dans le pays. En gros, le Front populaire, c'est une version, comme il y en a mille et une, de l'unité nationale. En gros, on fait l'unité nationale autour d'un certain nombre de partis. Et ça va généralement aussi de pair avec l'idée de défense nationale, de défense de la patrie en cas de guerre. Donc voilà, ça c'est pour le contexte en 1934 de ce qui se passe. Une montée du fascisme, une première crise le 6 février 1934 et une unité qui n'est pas gagnée d'avance dans les sommets de la classe ouvrière, dans les sommets des organisations de la classe ouvrière, même si à la base, ça pousse pour qu'il y ait cette unité. Alors, je vais rentrer maintenant dans la phase plus de 35 à 36, dans laquelle on va voir comment est-ce que le Front populaire va réussir à se mettre sur pied. Je pense vous l'avoir fait bien comprendre. Le principal verrou qu'il faut réussir à faire sauter pour que l'unité soit possible, c'est le PC. Le PC a une politique qui est totalement inconciliable pour faire la moindre unité. Et fort heureusement, pour les communistes, Staline va modifier sa politique et va permettre à ce que ce verrou se déverrouille, justement. En mai 1935, Staline reçoit en URSS Laval, qui est un ministre radical, pour, en gros, des pourparlers à propos d'une alliance militaire. Staline a bien conscience que Hitler est quelqu'un qui prépare la guerre, quelqu'un qui réarme son pays, et comme Hitler est fasciste et qu'il est contre la révolution socialiste, il y a de fortes chances que l'URSS soit l'une de ses premières cibles. Et l'URSS n'est pas en mesure à ce moment-là de gagner une guerre seule contre Hitler. L'URSS a donc besoin d'alliés. Et de ce fait-là, c'est intéressant pour eux parce que la France a, elle, également besoin d'alliés parce qu'elle ne se voit pas mener une guerre seule contre Hitler. Et en fait, ils vont refaire comme pendant la Première Guerre mondiale, quand il y avait une alliance entre l'Angleterre, la France et la Russie, une alliance qui va permettre en fait de diviser l'armée allemande en deux parce qu'il faut un front à l'est et un front à l'ouest. Donc ça divise l'armée allemande en deux et c'est tout bénef en cas de guerre d'avoir une armée qui est divisée sur deux fronts. Donc en gros, Laval et Staline arrivent à se mettre d'accord sur une alliance militaire
Et pour montrer des gages, Staline va demander à ce qu'on abandonne la politique classe contre classe dans l'internationale communiste. Et maintenant, la nouvelle ligne de démarcation, le nouveau fil rouge qu'il ne faut pas franchir, c'est la défense de la démocratie contre le fascisme. Donc on n'est plus du tout dans défense de la classe ouvrière contre tous les autres qui sont des fascistes. On est dans l'idée qu'il faut défendre la démocratie, peu importe laquelle, démocratie bourgeoise ou autre, contre le fascisme. Et ça permet, toutes les alliances, ça permet de faire en sorte que le PC sorte de son sectarisme, que le PC sorte de son isolement. Et le PC va jouer à fond cette carte de la défense de la démocratie. Ils vont vraiment jouer les bons élèves et montrer tous les gages pour pouvoir justement favoriser une alliance entre eux, l'ASFIO et le Parti radical. Pour vous montrer à quel point le PC met de l'eau dans son vin pour passer du rouge écarlate au rose plus que tiède, je vais vous montrer une affiche électorale de l'époque qui en dit long sur la respectabilité qu'ils veulent se donner. Donc normalement, là, vous voyez une famille au centre avec marqué « Pour que la famille soit heureuse, votez communiste ». Donc ça, c'est une affiche du Parti communiste de l'époque, une affiche électorale. On y remarque essentiellement qu'il n'y a aucune référence à la lutte de classe. On n'y voit aucun ouvrier en lutte, on n'y voit aucun bourgeois qui essaye d'assassiner qui que ce soit dans le dos. On y voit plutôt, même au contraire, une famille traditionnelle de l'époque, un père, une mère et un enfant au milieu. Et surtout, je pense que vous avez remarqué qu'au niveau des couleurs, ça représente un drapeau français, bleu, blanc et rouge, et que la partie en rouge est toute petite. On met beaucoup de bleu sur l'affiche, à tel point qu'on peut même se demander si c'est vraiment communiste, cette affiche. Donc voilà, ça c'est le PC qui montre des gages. On va mettre de l'eau dans notre vin, on va jouer la respectabilité, on ne va plus montrer des ouvriers vénères, on va au contraire montrer qu'on est prêt à faire alliance et à collaborer de manière loyale. Le fait d'avoir fait sauter ce premier verrou du Parti communiste, ça va entraîner une dynamique de réunification syndicale qui va aboutir en mars 1936 par la réunification et la fusion des deux CGT. Donc, on voit que la dynamique de l'unité, elle se construit pas à pas. Avant d'arriver vraiment au moment Front populaire de la victoire, il y a une date qui est importante, c'est le 14 juillet 1935, parce que ce jour-là, il y a un grand rassemblement qui est fait entre toutes les organisations ouvrières, le PC, la SFIO, la CGT, la CGTU, le Parti radical, qui n'est pas une organisation ouvrière, la Ligue des droits de l'homme, des comités antifascistes divers et variés. Et ils vont se mettre d'accord à ce moment-là, ils vont sceller un pacte pour se présenter aux élections l'année suivante et gagner ensemble. Ils vont se mettre d'accord sur un programme et ils vont à ce moment-là élaborer leur principal slogan qui est le pain, la paix, la liberté. Donc là, je vous mets une affiche du Front populaire dans laquelle on voit bien l'idée qui est défendue. On a contre la misère, la guerre et le fascisme, avec au milieu un insigne qui est l'insigne des croix de feu, donc des fascistes français, et en dessous, pour le pain, la paix et la liberté. Le pain, la paix, la liberté, si vous avez suivi le cours sur la révolution russe, ça devrait vous rappeler quelque chose, parce que c'est exactement le programme, les mots d'ordre que les bolcheviks utilisaient en 1917 lorsqu'ils étaient en plein processus révolutionnaire. Donc on pourrait se dire, Front populaire, quand même, ça a un parfum de révolution, tout ça. On nous ressort les mêmes mots d'ordre que les bolcheviks, et à l'époque, les gens, ils comprennent la référence, ils comprennent parfaitement ce que ça veut dire. Mais quand on regarde le programme, au-delà des slogans, eh ben, on se rend compte que le contenu révolutionnaire du Front populaire, il est pas énorme. Même s'il y a quand même des aspects plutôt radicaux, on pourrait dire, dans ce programme. Pour faire simple, et pour prendre dans les grandes lignes le programme du Front populaire. Semaine de 40 heures. Contrat collectif, parce qu'il y a peu de conventions collectives à l'époque dans les entreprises. Les congés payés. Un plan de grands travaux. Nationalisation des principales industries de guerre. Prolongation de la scolarité de 13 à 14 ans. Un office du blé, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la régulation des prix du blé à l'époque. Une réforme du statut de la Banque de France,
Fonds national d'assurance chômage, un régime de retraite, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, on pourrait se dire, si tout ça c'est dans un programme politique, c'est que les gens ils l'ont pas. Et si on gagnait tout ça, ça serait quand même déjà une sacrée victoire. Nous, si on gagnait, je pense, un dixième de ça, je pense qu'on ferait déjà la fête, vu les défaites qu'on enchaîne ces dernières années. Mais essayons de nous replacer dans le contexte de l'époque. On est dans un contexte où les fascistes n'hésitent pas à attaquer de manière armée la République, à vouloir quasiment publiquement faire un putsch. Est-ce que c'est vraiment un programme aussi mesuré qui est le bon programme? De plus que ça ressemble à s'y méprendre au programme du Parti radical. Et ça, c'est le jeu obligatoire dans toutes les alliances électorales. On se cale toujours sur le parti le moins révolutionnaire ou le plus modéré, parce que si on prend le programme le plus extrême, ben on ne fait pas l'unité parce que les plus modérés, tout simplement, ils claquent la porte et ils s'en vont. Donc en gros, il a fallu faire l'unité au prix de la radicalité, voire même au prix de toute perspective révolutionnaire. Et même si dans la tête des gens, Front populaire, ça peut vouloir dire révolution, dans le programme, il n'y a rien qui permet de dire que c'est un programme révolutionnaire. Bon, j'avance un petit peu dans le temps et j'arrive le 3 mai 1936 parce que c'est le second tour des élections et qu'il y a une large majorité qui est accordée aux députés du Front populaire. Je vous mets là une petite représentation de la Chambre des députés de l'Assemblée nationale, tout en sachant qu'à l'époque, le poste le plus convoité, ce n'est pas le poste de président, ce n'est pas du tout un régime présidentialiste, c'est un régime parlementaire à l'époque. Donc l'important, c'est d'avoir une forte base parmi les députés, comme ça on peut être nommé Premier ministre et en gros on a le plus de marge de manœuvre pour faire de la politique. Donc on voit que les communistes, ils ont 72 députés, que les socialistes en ont 149, qu'il y a un petit banc de divers gauche à 55 et que les radicaux sont à 110, mais c'est un peu mélangé. Globalement, c'est le Parti socialiste, la SFIO, qui tire son épingle du jeu. Et c'est la raison pour laquelle Léon Blum va être nommé président de la Chambre, président de l'Assemblée. Mais pas tout de suite, parce que entre le moment où il gagne les élections et le moment où il prend ses fonctions, il doit s'écouler un mois. C'est comme ça à l'époque, on ne change pas du jour au lendemain une chambre. Il y a un temps de latence où on fait en fait le transfert de pouvoir. Un peu comme je sais pas, dans les élections américaines, le jour où le président il est élu, c'est pas le jour où il prend son investiture. Il y a un petit peu de temps entre les deux, le temps de faire la transition. Et justement, dans ce temps de transition, pendant le mois de mai, il va y avoir le grand mouvement de grève qu'on connaît comme étant le corollaire du Front populaire qui va se lancer. Ce mouvement de grève, d'où il vient? Il vient pour une part de l'enthousiasme de la classe ouvrière d'avoir remporté les élections. Ça n'arrive quasiment jamais, voire même c'est peut-être la première fois. Mais je pense aussi que ça vient, et c'est de ce point de vue-là, je rejoins les analyses de Trotsky, il disait qu'il y avait quand même une grande part de défiance dans les masses populaires sur la capacité du Front populaire à vraiment appliquer son programme. Parce qu'on sait tous qu'entre le programme qu'on nous vend pendant une période électorale et l'application de ce programme, il y a parfois un monde et parfois on en reste juste au stade des belles promesses. Donc, il commence à y avoir des grèves ici ou là qui se signalent jusqu'à ce que ça atteigne la région parisienne. Et dans la région parisienne, il y a essentiellement les secteurs de l'aviation qui se mettent en grève, qui commencent à se mobiliser, des grèves qui durent plusieurs jours, des grèves qui durent longtemps, et des grèves qui sont caractérisées par trois grandes nouveautés, des choses qu'on n'a jamais vues auparavant et qui vont faire la réalité et la puissance du mouvement de grève de mai et de juin 1936. Première caractéristique, et vous allez le voir sur la photo que je vais vous montrer juste après, je vous montre une photo des usines Renault. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'usine est occupée. Concrètement, ça veut dire que les ouvriers s'accaparent leur outil de travail et vont rester dedans. Ça veut dire que pour la première fois, des grèves vont remettre en cause la légalité bourgeoise. C'est-à-dire que les ouvriers vont considérer comme étant à eux ce qui normalement, dans le cadre bourgeois, appartient au patron. Ça veut dire concrètement que les patrons, quand ils veulent rentrer dans l'usine, on leur dit non, tu ne rentres pas. Parfois même, certains se font séquestrer.
Donc ça montre déjà un premier degré de radicalité. Deuxièmement, pourquoi les usines elles sont occupées? Eh bien, tout simplement parce que les ouvriers n'ont pas envie que, pendant qu'ils sont occupés à faire une manif dans le centre-ville ou à faire une marche, le patron embauche des chômeurs et fasse tourner la production comme si de rien n'était. Il y a tellement de chômeurs à l'époque que en une matinée, on peut prendre n'importe qui vient dans la rue, le mettre à un poste de travail et faire relancer la production et en gros faire couler la grève parce que la grève n'aura aucun impact économique. Donc là, il y a vraiment une volonté dans la classe ouvrière de d'instaurer un rapport de force très puissant et très fort avec le patronat. Deuxièmement, et deuxième caractéristique très importante et très intéressante, c'est le fait que ces grèves soient des grèves spontanées. Ce ne sont pas les syndicats qui ont appelé, ce ne sont pas les partis du Front populaire qui ont appelé, ça part d'on ne sait où, ça part de partout, et à la fois enfin on ne sait pas trop, et les gens, les personnes, les ouvriers, les ouvrières se lancent dans la bataille comme ça, spontanément. On peut le voir sur cette photo qui est de piètre qualité graphique, où on voit des prolétaires qui sont regroupés ensemble avec bah voilà, leur mot d'ordre à eux. Nous sommes ici pour le beefsteak, on n'en sortira pas pour des haricots. Donc voilà, revendication toute simple, on veut manger. On a les trois flèches qui représentent le parti de la SFIO, on a le marteau et la faucille qui représentent le parti communiste, on a un bonnet phrygien avec une cocarde, mais rien n'indique, et c'est généralement le cas, que ce soit en fait le PC, la SFIO qui ait lancé le mouvement de grève. C'est généralement des symboles que les ouvriers et les ouvrières s'accaparent eux-mêmes, reprennent à leur compte, ils font leurs propres banderoles, leurs propres affiches, pour en gros montrer qu'ils sont en lutte et qu'ils sont en occupation d'usine. Et enfin, troisième caractéristique qui est importante et qu'on retrouvera tout au long de mai-juin 36 et même au-delà, c'est l'auto-organisation. Dès qu'on occupe l'usine, on monte un comité de grève. Un comité qui sera chargé d'élire des représentants qui vont devoir négocier avec les patrons, mais on élit également des gens qui vont être sur le piquet de grève, donc qui vont protéger le devant de l'usine, qui vont filtrer les entrées et les sorties, mais également il va y avoir, comme on peut le voir après, des gens qui vont organiser la vie sociale, l'orchestre, manger, boire, se nourrir, faire la fête, parce que c'est aussi à ce moment-là une période très festive. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a retenu cette expression de grève de la joie, parce qu'il y a énormément de joie dans ce mois de mai, ce mois de juin 36. Les ouvriers, les ouvrières, on peut dire, décompressent d'un coup d'années et d'années d'oppression et d'années de misère qu'ils ont dû subir dans l'usine, sachant qu'à l'époque, on travaille en moyenne 48 heures par semaine, donc un régime plutôt élevé. Il y a une formule qui est restée aussi, qui synthétise un petit peu ces trois caractéristiques. L'occupation d'usine, la spontanéité et l'auto-organisation, c'est l'expression de grève sur le tas. En gros, les grèves, elles se font comme ça. C'est-à-dire qu'on improvise, des gens qui n'ont jamais milité, qui n'étaient pas forcément syndiqués, qui n'étaient pas forcément encartés, qui n'étaient pas dans des mouvements politiques, se mettent à en faire et sur le tas apprennent tout de A à Z et vont de fait, comme on le voit, beaucoup plus loin que les gens qui sont dans les partis politiques ou qui sont dans les syndicats. Au mois de mai, je vous montrais juste avant l'usine Renault, c'est vraiment Renault qui donne le tempo dans la région parisienne et qui va vraiment impulser le mouvement parce que le 28 mai, il y a 35 000 métallurgistes de Renault qui se mettent en grève. Il faut savoir qu'à l'époque, la métallurgie dans la région parisienne, c'est la principale concentration ouvrière, c'est le principal employeur ouvrier de la région. Et une fois que Renault se met en grève, ça en fait ouvre les digues pour qu'il y ait d'autres entreprises métallurgiques qui se mettent en grève. Le 29 mai, c'est-à-dire le lendemain, il y a 100 000 ouvriers qui sont en grève dans la région parisienne. En plus, il profite à quelques jours de la passation de pouvoir d'une faiblesse du pouvoir qui, en gros, se rend compte qu'il ne peut pas envoyer la police. Si on envoie la police pour déloger les ouvriers, ça veut dire que le Front populaire commence par une répression. Or, ça serait vraiment mal joué son coup que de commencer ce gouvernement qui a soulevé les espérances ouvrières par une répression policière. Ça ne serait pas dans le ton. Et donc, de ce fait, la police ne peut pas intervenir. Donc, les patrons, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils n'ont pas la police, ils essayent de négocier. Donc, dans un premier temps, les patrons ils pensent avoir réussi à calmer les ouvriers. Ils disent, bon, ok, on va payer les jours de grève,
on va réintégrer les ouvriers qu'on a licenciés parce qu'ils n'ont pas travaillé le 1er mai. Et on examinera plus tard le relèvement des salaires, voilà, les primes. Ils pensent endormir les gens avec ça, mais en fait, ça ne marche pas. Dès le 2 juin, il y a quasiment 150 usines sur Paris qui sont en grève et le mouvement va s'étendre. Dès le début du mois de juin, il y a un phénomène qui est très intéressant qui se produit, c'est que la grève s'étend à des petites entreprises. Des entreprises parfois qui ont moins de 10 salariés. Ce n'est pas tous les jours que des entreprises voilà, de très petite taille se mettent en grève. Je pense qu'on l'a bien vu lorsqu'on a assisté au mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup d'entre eux venaient d'entreprises où il n'y avait pas de syndicat parce qu'ils étaient dans des petites boîtes et où voilà, c'était difficile de mener la lutte. Et là, en 36, on voit des petites boîtes où tout le monde se met en grève, et, alors même qu'il n'y a pas de syndicat et qu'il y a peu de tradition de lutte parmi ces gens-là. Il y a un autre point qui est important, c'est que dès le début du mois de juin, le mouvement va s'étendre partout en France. Il est particulièrement suivi dans le Nord, où il y a les mines et les entreprises de textile qui se mettent en berne et elles arrêtent de produire. On hisse le drapeau rouge sur les usines et on les occupe. Mais il y a également des occupations d'usines et de la révolte au Havre, à Rouen, à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, à Marseille. En gros, partout où il y a des concentrations ouvrières, il y a de la contestation et il y a un mouvement de grève incontrôlé qui se lance. Également, autre secteur qui n'a pas l'occasion souvent de se mettre en grève ou qui a peu de tradition de lutte à l'époque, les femmes rentrent dans le mouvement. Il y a notamment les grands magasins de Paris, les Galeries Lafayette, en gros, qui se mettent en grève, et ça représente des milliers et des milliers d'ouvrières qui cessent le travail et qui vont tenir pendant toute la durée de juin leur grève au cœur même de Paris et qui vont donc montrer en fait une radicalité au cœur même de la capitale. Il y a des administrations également qui rentrent en mouvement. Ce qu'on peut retenir de ce début de mai-juin 36, c'est très clairement que les organisations ouvrières, les syndicats, sont totalement débordés. Ils ne comprennent pas d'où ça vient, ils ne comprennent pas d'où ça sort. Donc, ils se mettent à la remorque du mouvement et ils essayent tant bien que mal de canaliser, d'aider à la structuration des comités de grève, de proposer. Et de très nombreux syndiqués sont de fait élus parce que voilà, ils ont déjà l'habitude un petit peu de parler, ils sont déjà un petit peu connus et reconnus et ils essayent de prendre un petit peu en main le mouvement, mais comme c'est pas eux qui l'ont déclenché, c'est pas eux qui ont comment dire le dernier mot. Toujours est-il que au début du mois de mai, le 4 mai, c'est le jour où Léon Blum est investi, il ne faut pas 3 jours pour que le patronat vienne auprès de Léon Blum pour lui dire ça ne tient plus, c'est plus possible, on est dans une situation critique, il faut absolument faire quelque chose. Le patronat va donc inciter Léon Blum à convoquer une conférence pour négocier. Une conférence dans laquelle il y aurait d'un côté de la table la CGPF, la Confédération Générale de la Production Française, c'est le MEDEF de l'époque, et de l'autre côté de la table, la CGT, et avec au milieu le gouvernement de Front Populaire pour faire l'arbitre. Le patronat sait qu'il est affaibli. Il est au pied du mur et il a peur de tout perdre. Mais il n'a pas envie de montrer sa faiblesse. C'est bien normal de son point de vue. Donc, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut mettre le gouvernement et Léon Blum un peu en paravent et lui donner la responsabilité de mener les négociations. Comme ça, si ça échoue, ce n'est pas de la faute des patrons, c'est de la faute du gouvernement. Léon Blum collabore totalement à cette politique qui est en faveur de la classe capitaliste, la classe bourgeoise. Le patronat, à ce moment-là, est prêt à faire des concessions, il est prêt à lâcher du lest, mais il ne veut pas lâcher l'essentiel. Il fait des concessions pour ne pas perdre l'essentiel, et pour lui, l'essentiel, c'est la propriété privée des moyens de production. Et en gros, sa condition expresse à toutes les revendications, c'est OK, mais vous arrêtez l'occupation des usines et vous reprenez le travail dans les plus brefs délais. C'est ça vraiment leur obsession. Ils veulent que les usines arrêtent d'être occupées parce que plus on occupe une usine, plus on se rend compte que c'est cool quand ça nous appartient à nous
Et en fait, moins on a envie de la rendre. C'est un petit peu ça dont les patrons ils ont peur. Ils ont peur que les gens s'accoutument à la liberté et qu'ils aient plus envie de revenir à l'état précédent. La CGT, elle arrive à la table des négociations dans, j'ai envie de dire, un peu le cul entre deux chaises. D'un côté, elle se met à la tête d'un mouvement qu'elle ne contrôle pas vraiment. Donc, de ce point de vue-là, elle a une sorte de crise de légitimité. D'un autre côté, la CGT fait partie de l'alliance électorale du Front populaire, et de ce point de vue-là, elle ne peut pas être trop radicale, parce que ce serait se tirer une balle dans le pied. Elle vient de porter au pouvoir le Front populaire, ça serait vraiment, comment dire, contradictoire de directement lui planter un couteau dans le dos. Donc en gros, elle est un peu pieds et mains liés avec Léon Blum, quoi. Néanmoins, la CGT peut quand même se targuer d'avoir une certaine forme de légitimité parce que entre le mois de mai et le mois de juin, ses effectifs explosent, littéralement. Au tout début du mouvement de grève, il y a 1 million de syndiqués CGT en France. À la moitié du mois de juin, il y a 2,5 millions de syndiqués. C'est-à-dire qu'on atteint vraiment une échelle de masse. Et même la CGT ira jusqu'à 5 millions d'adhérents en 1937. C'est vous dire à quel point en fait il y a un boom syndical et où le syndicalisme français, qui est un syndicalisme plutôt minoritaire, devient ici quelque chose avec une beaucoup plus grande audience, une audience de masse. Bon, la conférence est convoquée à Matignon à 15 h et elle va durer, cet échange, ça va durer jusqu'à 1 h du matin. Sur quoi est-ce qu'on discute? On discute des 40 heures, des conventions collectives, on discute des délégués ouvriers, parce qu'à l'époque, c'est un des grands enjeux du mouvement syndical, faire reconnaître les délégués ouvriers au sein de l'entreprise et éviter qu'ils se fassent virer si le patron il en a envie. Donc en gros, c'est avoir des protections, des assurances que quand on est syndiqué, on ne va pas se faire réprimer. Bon, ça c'est plutôt du ressort du gouvernement parce que ça fait partie de son programme au Front populaire. Les patrons lâchent du lest là-dessus, pas de souci, il n'y a pas de problème. Là où il y a du grain à moudre, là où la discussion va être âpre, difficile, c'est sur combien les patrons vont lâcher d'augmentation de salaire. Les discussions sont très longues, très difficiles, ça se castagne limite, et où finalement, on tombe sur un accord qui est le suivant, augmentation des salaires de 7 à 15% en fonction des revenus, etc. La question de l'échelle mobile des salaires n'est pas du tout abordée. La CGT préfère décrocher simplement une augmentation du salaire. Et à ce moment-là, la CGT, elle endosse un rôle qui est vraiment le rôle du négociateur, du dialogue social. Et elle fait même valoir le fait que si les patrons n'avaient pas viré les années précédentes tous les délégués ouvriers, tous les délégués syndicaux, tous les délégués des syndicats, peut-être qu'elle n'aurait pas eu à affronter un tel mouvement social et peut-être qu'elle n'aurait pas eu à affronter des négociations aussi difficiles. Et donc là, on voit bien que la CGT se positionne comme un interlocuteur de choix, un interlocuteur responsable pour négocier avec le patronat, alors même qu'on est face à un mouvement de grève qui est d'une ampleur inédite. Ça montre, en quoi le Front populaire, c'est pas si radical et pas si révolutionnaire que ça. Bon, généralement dans les cours d'histoire, dans l'histoire officielle et même dans une certaine mythologie à gauche, l'histoire s'arrête là. En gros, on a un schéma qui est le suivant: conflit, grève, reprise du travail après une petite période de négociation. Donc en gros, on a ces trois moments-là. Un moment conflictuel avec des grèves, etc. Une négociation qui permet d'apaiser, de calmer le jeu. Une reprise du travail, un retour à la normale. Et c'est comme ça qu'on nous le vend généralement à l'école et qu'on nous apprend à révérer le Front populaire en disant que c'était, voilà, qu'il y a eu une petite bouffée de colère, mais que c'est bien que tout soit rentré dans l'ordre. Eh bien, l'ordre, il ne rentre pas tout de suite. Deux militants trotskistes qui s'appellent Jacques Danos et Marcel Gibelin, qui ont participé au Front populaire en 1936 et qui ont rédigé un ouvrage qui s'appelle Juin 36, qui est l'un des premiers ouvrages qui retrace les événements de cette période-là. Ils insistent vraiment sur le fait que du 7 juin, jour où les accords Matignon ont été, signés, jusqu'au 12 juin, le mouvement ne faiblit pas. Et même au contraire, le mouvement va s'intensifier, il va gagner en radicalité, en profondeur et en puissance.
Je ne peux pas revenir sur tous les secteurs qui rentrent en lutte, ça prendrait la soirée. Mais en gros, la métallurgie, c'est en grève comme jamais. Ils n'acceptent pas les accords Matignon. Pour eux, ça va moins loin que ce qu'eux, ils avaient réussi à obtenir. Donc, ils ne reprennent pas le travail. Ça continue à négocier. Ça se met en grève dans des secteurs qui étaient quasiment jamais en grève, comme le secteur du bâtiment, où les ouvriers négocient branche par branche. On ne nous paye pas les jours de grève, on se remet en grève. C'est un phénomène qui a souvent ça pendant mai et juin 36, des grèves qui s'arrêtent, mais comme on n'est quand même pas satisfait, on reprend la grève, c'est-à-dire qu'on s'y remet. Voilà, partout, dans tous les corps de métier, dans les cafés, les hôtels, les restaurants, dans toutes les branches, dans toutes les régions, il y a des luttes et il y a des négociations très âpres pour, en gros, faire appliquer les accords Matignon parce que c'est bien beau d'avoir lâché des conventions collectives, mais quelle convention collective sur quelle convention collective on se met d'accord On se met d'accord sur la suppression des heures sup, mais bon, comment concrètement on fait et ainsi de suite. En gros, ça discute beaucoup et c'est très conflictuel. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut bien retenir de toute cette période qui est foisonnante, c'est que le 11 juin, il y a toujours 2 millions de grévistes en France. 2 millions de grévistes dans un pays de 40 millions d'habitants. Il y a des grévistes en France, mais il y en a également dans les colonies, notamment en Afrique du Nord. Je ne développe pas ce passage-là, je pourrais y revenir dans les questions parce que ça me prendrait trop de temps, ça me ferait un peu dévier de mon sujet, mais la politique coloniale du Front populaire est extrêmement révélatrice et extrêmement intéressante. Bon, le gouvernement a compris que ça chauffait pour son matricule et donc il va agiter la carotte pour pouvoir se faire accepter. En 2 temps, 3 mouvements, semaine de 40 heures, c'est voté à l'Assemblée, congé payé, c'est voté à l'Assemblée, convention collective, prolongation de la scolarité de 13 à 14 ans. Voilà, ça c'est voté en 2 temps, 3 mouvements pour justement donner des gages à la classe ouvrière et que tout le monde rentre chez soi au bercail et que le calme revienne. Léon Blum, qui est un petit peu aux commandes à ce moment-là, ne profite absolument pas de cette situation pour aller plus loin que ce que son mandat lui a donné. Il théorise, si on peut appeler ça de la théorie, la chose de la manière suivante. On m'a élu pour exercer le pouvoir et j'exercerai le pouvoir dans le cadre des institutions, conformément à mon mandat électoral, je n'irai pas au-delà, je n'irai pas dans la conquête du pouvoir, c'est-à-dire aller plus loin, profiter de l'élan populaire, mener la révolution. C'est une décision qui est réformiste et ça montre bien, je pense, le cœur du projet du Front populaire, mais ça ne fait pas totalement l'unité, enfin ça ne fait pas l'unanimité, je veux dire, plutôt dans son parti, la SFIO. Il est critiqué sur sa gauche par une tendance qui s'appelle la gauche révolutionnaire. La SFIO est un parti dans lequel il peut y avoir des tendances, c'est-à-dire des groupes qui ont voilà, voix au chapitre et qui ne disent pas forcément ce que la majorité du parti dit. Et dans ce groupe qui s'appelle la gauche révolutionnaire et qui est dirigé par un homme qui s'appelle Marceau Pivert, on est plutôt sur l'idée que tout est possible. C'est d'ailleurs le titre d'un article que publie Marceau Pivert pour dire qu'il faut profiter de ce mouvement pour aller vers des perspectives révolutionnaires. À l'extrême gauche, on a également des groupes trotskistes qui, eux aussi, poussent à la radicalisation de la grève, à sa généralisation et aux milices ouvrières. Là encore, c'est des choses qui sont très compliquées, très diverses, mais je pourrais y revenir dans les questions. C'est aussi intéressant de voir quel rôle ont eu les trotskistes et la gauche révolutionnaire, c'est-à-dire l'extrême gauche et la gauche de la gauche pendant cette période-là. Bon, comme je vous le disais, les accords Matignon, ça n'a pas calmé le jeu. Et la dernière carte du gouvernement, c'est d'utiliser le Parti communiste. Et le Parti communiste va vraiment jouer à fond cette carte-là. Eux, leur idée, c'est défendre la démocratie. C'est pas faire la révolution. Et ils sont sortis de ce truc-là. Moscou n'en a pas besoin. Moscou n'a certainement pas besoin d'une révolution en France à ce moment-là. Ça déstabiliserait le pays et ça ferait peut-être perdre un allié potentiel en cas de guerre. Donc, c'est absolument pas à l'ordre du jour de faire la révolution. Il y a une phrase, même un petit discours qui est prononcé par Maurice Thorez, qui est le premier secrétaire du PC, le 11 juin 1936, qui vaut la lecture parce que ça montre à quel point le PC est à cette époque-là dans une compromission totale. Thorez affirme dans un meeting « Il faut savoir terminer une grève
dès que satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées. Mais que l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles et les plus importantes des revendications, tout n'est pas possible. Eh bien, purée, pour un parti qui était censé être le parti de la Révolution, on a un mouvement de grève avec 2 millions de personnes, on a une explosion sociale comme jamais, et on demande de se contenter de concessions. Bon, c'est quand même un peu troublant. Pourtant, tous les ingrédients pour une situation révolutionnaire, et même pour une révolution, sont réunis. J'en veux pour preuve que la définition que donne Lénine d'une situation révolutionnaire correspond, me semble-t-il, parfaitement à la situation. Lénine s'y connaît quand même en matière de révolution et il nous dit que pour reconnaître une situation révolutionnaire, il y a besoin de 3 ingrédients. Premier ingrédient, il faut qu'il y ait une crise au sommet, une crise politique au sommet et une crise politique qui vient d'en bas. Il me semble que depuis 1934, on est bien dans cette caractérisation-là. Le pouvoir vacille, le pouvoir est instable, le pouvoir a du mal à se légitimer, il a du mal à faire consensus, et en plus, on a une poussée unitaire antifasciste extrêmement puissante qui est là. Donc on a déjà le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, aggravation plus qu'à l'ordinaire de la misère et de la détresse des classes opprimées. On est en pleine crise économique, il y a de la misère partout, on a cette deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, une activité accrue des masses et une mise en mouvement des franges populaires qui, généralement, ne sont pas en mouvement. Bah, là, on a parfaitement le cas, on a parfaitement ça. On a des gens qui n'ont peut-être, pour certains d'entre eux, jamais fait grève, qui se mettent, pour la première fois de leur vie, à occuper, faire un piquet et, en gros, développer une politique ultra radicale et révolutionnaire dans la période. Le PC ne prend pas fait et cause de cela. Pour lui, la situation n'est pas révolutionnaire. Il faut défendre la démocratie avant toute chose. La révolution, on verra ça pour plus tard. Voilà, je referme ce premier passage sur mai et juin 36. Et je vais essayer d'aller, il me reste un peu de temps, ouais. Je vais essayer d'aller rapidement vers une conclusion, ou en tout cas montrer quelques éléments à la fin pour montrer en fait ce qui s'est passé par la suite. Très rapidement, le gouvernement de Front Populaire veut reprendre la main et va réprimer. C'est Roger Salengro, qui est un ministre socialiste, qui va se charger de cette besogne. Lui, il en a marre de l'anarchie dans la production, il en a marre de l'anarchie dans les usines. Et il fait donc dépêcher des pelotons de police pour évacuer les usines, discipliner les ouvriers et en gros, il remet tout le monde au pas manu militari. Mais il va aussi être, avec les autres membres du Front Populaire, à l'origine d'une législation extrêmement restrictive sur le droit de grève. Ils vont mettre en place ce qu'on appelle des mesures d'arbitrage. Ça veut dire que dès qu'il y a un conflit dans une entreprise, il va falloir arbitrer. Un arbitrage, ça se passe avec des délégués qui vont négocier avec le patronat. Et s'il y a négociation, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de faire grève, puisqu'on est déjà en train de résoudre le problème, donc il n'y a pas besoin de faire grève. Par ailleurs, si on fait grève et qu'on occupe l'usine, on sort du cadre de la légalité et donc on n'est pas dans des bonnes dispositions pour négocier. Ce n'est pas l'esprit du dialogue social, on dirait aujourd'hui. Donc on voit en gros qu'il y a toute une législation qui se met en place pour étouffer le mouvement de grève et pour étouffer les velléités contestataires des ouvriers, des ouvrières à la base. Le gouvernement fait tout pour canaliser tout ça, pour briser toutes les tentatives d'extension, de généralisation de la grève et de regroupement, parce que si on ne peut plus occuper l'usine, on ne peut plus faire de comité, et donc après on ne peut pas faire de comité dans le quartier, dans l'usine d'à côté, dans le département, et ainsi de suite, jusqu'au niveau national, pour faire des soviets. On ne peut pas faire ça. C'est le premier élément qui fait que le Front Populaire, ça bat de l'aile assez rapidement. Deuxième élément qui arrive extrêmement vite et qui va entacher la crédibilité révolutionnaire, entre guillemets, du Front Populaire, c'est les événements qui se passent en Espagne. Vous le savez sûrement, en Espagne aussi, le Front Populaire a gagné les élections en 1936. Et ni une ni deux, en Espagne, une guerre civile se déclenche parce que les fascistes lancent l'assaut
le général Franco, qui est situé au Maroc, lance ses troupes à l'assaut de la République espagnole. Et en 2 temps, 3 mouvements, le pays entre en guerre civile. Et là, c'est une guerre civile de classe, fasciste contre révolutionnaire, qui se déclenche. Et ça crée, comment dire, un vif émoi parce que bah, voilà, il y a une vraie révolution qui se passe en Espagne. On pourrait s'attendre à ce que la France apporte son soutien. Entre Front populaire, normalement, on se serre les coudes. Eh bien, pas du tout. Premièrement, parce que le Front populaire n'est pas révolutionnaire, donc il n'y a pas de raison qu'il aide une autre révolution. Par ailleurs, le Front populaire n'a pas envie de se mettre mal avec Hitler et Mussolini, qui, eux, soutiennent activement Franco. Et enfin, troisièmement, la France n'a pas les moyens de se lancer seule dans la bataille, parce que l'Angleterre fait pression. L'Angleterre dit à la France, si vous vous lancez dans la bataille, nous, on ne vous soutient plus militairement en cas de conflit avec les deux autres, Mussolini et Hitler. Et la France ne peut pas, peut pas s'engager dans un truc aussi grave. D'autant plus que l'Angleterre a énormément d'intérêts capitalistes à faire valoir en Espagne et elle n'a surtout pas envie que ce soit des révolutionnaires anarchistes de la CNT qui mettent la main dessus. Donc en gros, on a une solidarité qui se met en place, mais de manière plutôt clandestine avec l'Espagne. Il n'y a aucune aide qui est donnée aux militants pour traverser les Pyrénées. Et à l'époque, on les traverse à pied avec des armes sur le dos. Donc voilà, il n'y a rien qui est fait pour véritablement aider l'Espagne. Et même Léon Blum s'en excuse dès septembre 1936 dans un meeting où il verse vraiment des larmes de crocodile, où il dit est-ce que vous croyez vraiment qu'en quelques mois d'exercice du pouvoir, je suis devenu insensible à la cause espagnole. En gros, il dit qu'il en pleure intérieurement, mais qu'en gros, il ne fera rien. Donc voilà, l'événement d'Espagne qui est vraiment voilà, c'est une perspective révolutionnaire qui n'est pas exploitée, qui est gâchée. Début 1937, donc on est quoi? On est 6 mois après le début du gouvernement Front populaire. Les réformes, elles avancent, il y a quand même des réformes qui sont faites, mais Léon Blum se rend compte que le patronat ne suit plus, là, ça va trop vite. Il décrète une pause. On va se calmer, on va calmer le jeu. Et pendant cette période de pause qui échauffe quand même un peu les esprits, quoi, les gens, ils avaient envie d'avoir un peu plus que ce que le Front populaire a avancé, parce qu'il y a toujours des grèves, il y a toujours des mouvements de contestation, des occupations. Il y a un événement qui va prendre une tournure et qui va avoir un écho très important dans les masses populaires, c'est le massacre de Clichy, qui a lieu le 16 mars 1937. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là dans la ville de Clichy? Il y a une manifestation fasciste qui est organisée dans la ville. Un comité antifasciste se monte, c'est normal à l'époque. Et en gros, on va organiser une contre-manifestation pour que les fascistes ne puissent pas mettre les pieds dans la ville et qu'ils ne puissent pas tenir leur meeting. Le gouvernement n'est pas favorable à ce qu'il y ait une contre-manifestation antifasciste à Clichy, et donc il fait venir sur place un peloton de police chargé de protéger les fascistes pour qu'ils puissent faire leur petite manifestation, leur petit meeting tranquille. Ça dégénère. En gros, les manifestations antifascistes attaquent clairement le cortège. La police riposte, ouvre le feu, il y a 5 morts et des centaines de blessés. Donc en gros, on est sous un gouvernement de Front populaire et la police, qui est censée obéir au Front populaire, ouvre le feu sur une manifestation antifasciste et tue des gens. Dans l'esprit des gens, de la classe ouvrière, ça ne colle pas. Il y a un truc qui ne marche pas. Et ça déclenche un mouvement de grève spontané qui n'a aucune base revendicative corporatiste. C'est un mouvement de grève politique qui est illégal à l'époque, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, tout mouvement de grève à l'époque doit être dans une procédure d'arbitrage. Là, la classe ouvrière décide d'envoyer tout ça balader. Il y a des grèves qui sont lancées. Les cadres d'entreprises qu'on soupçonne d'être des fascistes sont épurés, c'est-à-dire qu'on les vire clairement à coup de pied dans les fesses des usines. Ils se font tabasser, ils se font limoger. Donc voilà, c'est un mouvement de grève qui est dur, qui est colérique, une colère un peu sombre, enfin un peu sourde. C'est pas du tout les grèves de la joie du début. Là, on est dans une dimension beaucoup plus contestataire et beaucoup plus forte. Bon, ça c'est le dernier grand événement qu'on peut noter.
Ensuite, en juin 1937, le Front populaire perd la majorité à l'Assemblée. Et ça va être une succession ensuite Ouais, de retours sur Valentin. les différentes réformes. Je conclus, Ouais, j'arrive juste à la fin. exactement. Ouais, j'ai vu les messages. Euh, Petite conclusion, 3 choses qu'on peut retenir, je pense, du Front populaire. On ne combat pas le fascisme par les urnes, ça paraît évident. Et deuxièmement, une victoire électorale ne vaut rien sans un mouvement de masse qui la soutient. Et enfin, la révolution ne naît pas de toute situation révolutionnaire. Il faut vraiment des militants pour pouvoir porter les perspectives révolutionnaires jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté et excusez-moi d'avoir été trop long sûrement pour cet exposé. À toi, Steven. Oui. Merci beaucoup Valentin. J'étais un peu dans le trouble. Je savais pas en fait si s'il fallait te couper parce que tu commençais à dépasser pas mal de temps et qu'on n'aurait pas les questions, ou s'il fallait que je te laisse finir jusqu'en 2017 et à l'élection de Macron. Ça aurait été incroyable parce que c'était vraiment très clair. Je pensais connaître la période et j'ai appris énormément de choses. J'ai pris tout un tas de notes. Merci beaucoup, vraiment. Je vois pareil dans le chat. Je pense on est tous pareils. J'ai dû rentrer à l'intérieur parce il y avait plus de ciel bleu. Donc, je suis désolé pour les gens qui regardent, qui sont confinés et qui espéraient un petit peu d'extérieur. Mais merci beaucoup, vraiment. C'était très bien. On a eu des questions très intéressantes dans le chat. Je m'en pose moi-même 1000. Et les messages continuent vraiment, vraiment. Très bien, je ne sais pas quoi dire. Peut-être pour commencer, il y a eu des questions. Alors, est-ce que je fais dans l'ordre? Comment je fais? Il y avait une question, pour revenir un petit peu dans l'ordre chronologique, sur, tu disais, sur les années 34-35, les positions, tu parlais des positions contradictoires des fascistes en France, des différentes ligues et tout ça. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu plus expliciter en quoi ils étaient contradictoires, pourquoi et tout ça? C'est vraiment une Alors, question qui permet de mieux cerner les positions des ligues, des différentes ligues, de l'extrême droite d'une manière générale, qui sont des questions importantes pour comprendre le contexte pré-1936. ouais. Alors, à cette Et époque-là, par rapport au capitalisme, c'est Paul, je crois, qui avait posé la question. donc le lien entre le fascisme et le capitalisme. Ouais, et leur position contradictoire. Ouais. Bah, à l'époque, à l'extrême droite, il y a une aspiration globale, c'est que le pouvoir exécutif soit beaucoup plus fort. C'est toujours leur truc actuellement. Mais après, c'est qui est la meilleure personne pour incarner cet exécutif fort. Le maréchal Pétain, c'est globalement le candidat qui est le plus plébiscité parmi l'extrême droite, même si vous avez un groupe comme l'Action française, qui, contrairement à ce que c'est aujourd'hui c'est un groupuscule avec très très peu d'adhérents. À l'époque, l'Action française publie un journal quotidien à 100 000 exemplaires. Ça vous dit quand même un petit peu l'importance du royalisme dans cette époque-là. Charles Maurras, qui est le théoricien, si on peut appeler ça un théoricien du royalisme et du retour à la royauté, est vraiment, lui, sur une ligne de la République a failli et en fait, faut remettre un roi, quoi. Bon, je ne connais pas les querelles de dynastie, de qui est le vrai roi des Français, etc. J'avoue que je m'en fiche pas mal, mais voilà. Par exemple, dans l'extrême droite, il y a des personnes qui veulent plutôt un chef militaire, d'autres qui sont plutôt sur un roi. Voilà. Après, sur le lien entre le fascisme et le grand capital, euh, ça, c'est un ingrédient qu'il faut bien avoir en tête parce que dans la rhétorique de l'extrême droite, il y a souvent cette idée qu'on va protéger les gens contre les dérives du capitalisme, contre les effets néfastes de la crise, etc. Mais si on regarde bien ce qu'ils font dans la réalité, jamais ils ne s'attaquent à la propriété privée des moyens de production. Enfin, je veux dire, sous Hitler, les affaires étaient bonnes affaires. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun grand patron qui s'est plaint de cela. Peut-être que c'est un truc que je n'ai pas dit, mais j'avais anticipé que ça pouvait venir.
un truc, moi, qui, pendant la période du Front populaire, montre bien le lien entre fascisme et le grand capital, c'est un complot qui a lieu sous le Front populaire, qu'on appelle le complot de la cagoule. C'est un événement qui n'est pas forcément connu, mais en gros, il y a certains membres de l'extrême droite qui trouvent que ça ne va pas assez loin, qu'on ne va pas assez en avant, et qui décident de créer un complot, militaire. Ils créent une organisation paramilitaire calquée sur le modèle de l'armée pour, en gros, renverser la République et, en gros, répondre à une soi-disant révolution qui serait en germe dans le pays. En gros, ces gens-là, ils s'organisent entre eux. Ils vont auprès du gouvernement de Mussolini pour récupérer des armes. Mussolini fait transiter en France des munitions, des fusils, des grenades, etc. Et qui est-ce qui finance ce complot? C'est des grands industriels, par exemple L'Oréal, par exemple Michelin, par exemple Lafarge, qui a aussi financé l'État islamique il y a quelques années. Voilà, il y a des choses qui se répètent comme ça. Mais par exemple, la plupart des cadres de ce complot viennent de chez Michelin. C'est des ingénieurs, des cadres, etc. Et c'est un complot qui regroupe quasiment 2000 personnes qui sont armées, entraînées et qui sont structurées de manière militaire pour attaquer au cas où il y aurait des échauffourées. Plusieurs de ces cadres militaires arriveront à se tailler après la guerre et auront des belles carrières auprès de L'Oréal en Espagne ou en Amérique latine, dans des dictatures diverses et variées. Donc on voit bien que le grand patronat français a tout intérêt à ce que l'extrême droite soit forte. Parce que d'ailleurs, en payant aussi des ligues à droite et à gauche, en les finançant, concrètement, ils vont casser la gueule des ouvriers à l'époque. C'est-à-dire que quand les ouvriers vendent leur presse, quand ils vendent l'humanité, quand ils vendent le populaire, en fait, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui vous tombent sur le dos et qui vous cassent la figure. C'est vraiment une époque extrêmement violente en termes de... quand on milite à l'époque, vaut mieux avoir les reins solides, quoi. On sait qu'on risque de se faire taper et qu'on risque d'avoir à se battre, en fait. Et tous ces plats sont financés par des puissances d'argent qui ont beaucoup de fric, quoi, et qui ont tout intérêt à ce que qu'il n'y ait pas trop de mouvements sociaux, de grève, et que ça déborde pas trop, quoi. Ouais, c'est extrêmement intéressant. La cagoule, du coup, le nom du complot, c'est bien ça? Ouais, si vous le tapez sur YouTube, vous mettez La Cagoule documentaire. Ce que je vous ai dit, il y a un documentaire de 50 minutes fait par France 3 là-dessus. C'était un peu la question qui était revendiquée par le patronat de l'époque, plutôt Hitler que le Front populaire, et qui revendiquait justement cette question-là, de fait de préférer des ligues fascistes à un gouvernement à la Hitler. Et tout à l'heure, je voyais dans le chat que JB parlait de l'ouvrage de Guérin sur fascisme et grand capital, qui est vraiment extrêmement intéressant, qui montre qu'en fait, les grands capitalistes préfèrent un Hitler qui défend leurs intérêts plutôt qu'un front populaire où on ne sait pas où ça va finir. Oui. Et justement, il y avait une question sur ça qui était assez intéressante par rapport même au cours même d'aujourd'hui. C'est une question un peu méta. C'est pourquoi, alors que tu l'as dit, il n'y a pas de révolution, on a mis ce cours dans l'histoire des révolutions. Pourquoi on parle de 36 dans l'histoire des révolutions? Est-ce que c'est parce que c'était une volonté des ouvriers? Est-ce que parce que ça aurait pu terminer en révolution? Est-ce que parce que d'une certaine manière, c'était une révolution? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette question? Pourquoi on parle de 36 dans le séminaire sur l'histoire des révolutions? Alors, on parle de 36 dans ce séminaire parce que, comme j'ai essayé de le montrer, tous les ingrédients sont réunis pour que ça prenne, en fait. Malheureusement, à cause justement de cette formation électorale du Front populaire, à cause du rôle du PC, et de la SFIO, du Parti radical, il y a eu cette contre-tendance qui a empêché d'aller jusqu'au bout des perspectives. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les moments où il y a des millions de gens qui se mettent en mouvement pour des revendications radicales sont toutes assez rares dans l'histoire de France. Il y a 36, il y a 68, etc. Et c'est des périodes dans lesquelles, en gros, l'horizon de la révolution est proche, en fait, beaucoup plus que
dans des périodes où il ne se passe rien, que pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même pendant les années 20, où en gros, en France, après la Première Guerre mondiale, il y a rien, quoi. Il n'y a pas de mouvement de révolte de masse, etc. Là, c'est le côté massif, le côté imprédictible, le côté auto-organisationnel, spontané, qui me fait dire que, en gros, on est dans une période où la révolution était, comment dire, à l'ordre du jour, quoi. J'ai essayé de le dire très rapidement à la fin. C'était un petit peu l'une des leçons que tirait Trotsky de ça. Il disait il y avait les facteurs objectifs de la révolution, mais subjectivement, il n'y avait pas d'organisation suffisamment entraînée, formée, suffisamment de militants en fait pour emmener ça vers un stade supérieur, quoi. C'est pour ça en fait que la formule de Guérin, Front populaire, révolution manquée, c'est triste, mais elle est plutôt juste, quoi. C'est qu'on a manqué la révolution à un cheveu, quoi. D'accord, super. Il y avait d'autres questions qui venaient. Il y avait justement une question sur le rapport entre URSS et Front populaire, où quelqu'un disait que Staline, vu l'état de l'URSS, voulait des alliés en occidentaux, dans l'Occident, et Mhm. que c'est pourquoi il a changé de stratégie, de tactique par rapport aux classes contre classes et le social-fascisme. Mhm. Et est-ce que c'est ça qui explique le changement de stratégie de Staline, ou alors c'est la montée du fascisme en Europe et qui lui fait peur parce que Hitler peut potentiellement attaquer l'URSS qui est son grand ennemi? Qu'est-ce qui fait ce changement de politique du Comintern, de Staline, de l'URSS par rapport au Front populaire, et comment on passe pour les dirigeants de l'Union soviétique de social-fascisme à Front populaire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le fait qu'il y ait une montée du fascisme à l'époque, bien sûr, ça met l'URSS dans une situation où ils se disent purée, ça peut vraiment être chaud pour nous, on peut vraiment nous attaquer. Et l'URSS étant un pays qui partait de loin en termes d'industrialisation, d'armement, etc., il y avait toutes les chances du monde qu'il se fasse battre à plat de couture. Et donc Staline, comme on le sait, n'avait pas envie de perdre son pouvoir. Quand la France devient un peu instable et qu'en gros, l'alternative fascisme ou révolution devient à l'ordre du jour, les organisations ouvrières, comme j'ai essayé de le montrer, elles, se, elles commencent par faire une sorte de front unique. D'ailleurs, dans ce mouvement-là, les organisations trotskistes arrivent à avoir une certaine audience et arrivent à pousser sur la gauche de la SFIO pour aller vers le front unique ouvrier. Donc en gros, l'alliance entre la SFIO et le PC se fait un petit peu parce qu'ils ont peur de se faire doubler par les organisations trotskistes et même par toute une frange de la gauche de la SFIO. À ce moment-là, le Comintern, il se dit, mince, s'il y a le front ouvrier en France, s'il y a le front unique ouvrier, ça veut dire qu'il y a des chances pour la révolution en France. Or, à ce moment-là, Staline, il est dans quelle phase? Il est en train de parachever son pouvoir en URSS. Il est en train de poser les dernières bases pour, en gros, contrôler totalement le pouvoir en URSS et liquider toutes les tendances révolutionnaires qui étaient héritées de la révolution de 1917. Petit fait, en 1936, c'est les grands procès de Moscou. C'est le moment où Zinoviev, Kamenev et Karine, par exemple, des gens qui ont fait la révolution d'octobre et qui sont révolutionnaires ou incarnent cette révolution-là, se font zigouiller par Staline. Donc à ce moment-là, Staline il est dans une phase où il essaye de consolider son pouvoir parce qu'il ne veut surtout pas qu'il y ait de révolution dans les autres pays. Ça serait un facteur d'instabilité pour lui, ça l'affaiblirait face au fascisme. Et surtout, ça pourrait donner des idées en URSS, à la classe ouvrière du URSS, qui pourrait en gros se mettre à se dire, en fait, s'ils le font en France, pourquoi est-ce que nous, on ne mettrait pas un grand coup de balai dans notre propre bureaucratie, quoi. Il faut savoir qu'à l'époque, l'URSS, c'est pas... on a souvent l'idée que c'était tenu d'une poigne de fer, ce qui est le cas, mais il fallait cette poigne de fer parce que les gens avaient encore en gros la patate. C'est quand même le pays de la révolution. Donc ça laisse quand même des traces et ça laisse des idées aux gens, quoi. Ça explique aussi, peut-être que je déborde un peu, mais la manière dont Staline a tout fait pour liquider la révolution espagnole. Il fallait surtout pas que le Front populaire espagnol devienne une révolution victorieuse. Ça aurait pu contaminer la France. Puis après, vous imaginez, de proche en proche, ça aurait remis Staline en cause lui-même. Parce qu'à l'époque, D'accord. on est dans la doctrine du socialisme dans un seul pays, hein.
Je pense que c'est clair. Alors, moi, j'avais une question qui me semble importante parce que depuis le début, tu parles de la France, Mhm. mais on est dans les années 30 et la France n'est pas limitée à l'Hexagone à l'époque. Ouais. La France possède des colonies, possède énormément de colonies, c'est un grand empire colonial. Et est-ce que tu peux nous dire, par exemple, l'action du Front populaire par rapport à ces colonies, qu'est-ce qu'ils font, comment ils gèrent les colonies, comment ils pensent la question des colonies, comment ils Mhm. pensent la question des prolétaires non blancs, non français, comment le Front populaire se pose la question des colonies. Et il y a Capitaine Chico, très joli nom d'ailleurs, hein, je salue Capitaine Chico, qui pose la question en fait des positions de Mélenchon sur son unité nationale et par rapport à Marine Le Pen, peut-être tu peux essayer d'essayer de faire un mix des deux, ou en tout cas en deux parties. Peut-être c'est deux questions différentes, mais en tout Ouais. cas répondre un petit peu à ces deux questions. Ouais. Alors déjà, dans le Front populaire, il y a le Parti radical. Et le Parti radical, c'est un parti qui gère très bien les colonies depuis des années. Et globalement, il n'a pas envie que ça change. La politique coloniale du Front populaire est extrêmement révélatrice du fait que ce n'était pas du tout un mouvement révolutionnaire. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est faire une politique qu'on appelle assimilationniste. Ça veut dire qu'ils veulent assimiler certains des colons pour en faire des Français, leur donner la nationalité française, mais l'immense majorité des peuples colonisés, notamment au Maghreb, en Algérie, Tunisie, etc., ne seraient pas français. La formule exacte, elle est extrêmement violente aujourd'hui, parce que c'est une formule totalement coloniale. Dans le projet de loi que Léon Blum et Violette, qui dirige l'Algérie, proposent de faire, ils proposent de donner la nationalité française à 20 000 Algériens, j'ouvre les guillemets, évolués. C'est le vocabulaire qu'on emploie à l'époque. Évoluer, ça veut dire en gros des gens qui ont fait des études et des gens qui seraient ravis d'être français pour qu'on puisse leur donner des postes de pouvoir dans l'administration coloniale. Et donc, en gros, faire une élite algérienne qui serait contente d'être française et puis un peuple algérien qui, lui, resterait rien du tout. D'ailleurs, il y a un nationaliste algérien qui s'appelle Messali Hadj, qui est un peu le leader d'un groupe qui s'appelle l'Étoile nord-africaine, qui défend l'indépendance totale de l'Algérie. Messali Hadj, il a fait partie du Front populaire, il a donné son soutien au Front populaire pour dire voilà, ça va aller dans le bon sens, ça va aller dans une meilleure politique coloniale que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et bien, son mouvement, en janvier 1937, il est dissous parce qu'il fait de la propagande anti-française et parce qu'il met le trouble dans les colonies. Il a fait toute une série de conférences en Algérie où il a porté le message d'indépendance radicale. Et Léon Blum le fait emprisonner plusieurs membres importants de ce mouvement, dissout l'Étoile nord-africaine. Ça fait broncher personne. Le PC, à ce moment-là, il est pas du tout dans les luttes anticoloniales. Il l'a été auparavant, mais là maintenant, la ligne, c'est il faut défendre la démocratie, il faut combattre le fascisme. Et ça passe avant toute autre chose. La politique anticoloniale, c'est renvoyé au calendrier grec. D'autant plus que si la France perdait son empire colonial, ça affaiblirait la France et donc ça affaiblirait l'URSS dans le jeu des grandes puissances. Donc le PC n'a aucune politique anticoloniale. Maurice Thorez va même jusqu'à dire que l'Algérie n'est pas une nation, mais que c'est un groupe de races qui est en train de se fédérer. Voilà, c'est un petit peu le fond de cloche, enfin le son de cloche là-dessus. Autre point, lorsqu'il y a la guerre en Espagne qui se déclare, la révolution, à aucun moment l'idée de rendre le Maroc indépendant n'effleure le Front populaire français comme espagnol, alors que l'essentiel des troupes du général Franco étant au Maroc, si vous donnez l'indépendance aux Marocains, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont foutre Franco dehors, ils vont le mettre dans la mer, quoi. Mais en fait, à aucun moment, on décide de se dire, en gros, voilà, indépendance du Maroc, comme ça fait, ça met en échec le général Franco. Non, ça, c'est pas à l'ordre du jour. À aucun moment, c'est mis en avant. Il y a aussi des révoltes qui ont lieu en Indochine, parce que la France a aussi des colonies en Indochine. Là-bas, ça pète sévère. Il y a des tonnes de comités qui se mettent en place.
et il y a une répression extrêmement forte qui s'abat sur le peuple indo-chinois. Et le Parti communiste indo-chinois, avec des gens qu'on connaît comme Ho Chi Minh, par exemple, lui, il suit une ligne totalement nationaliste et en gros ne pousse pas à la révolution, alors que les organisations trotskistes, elles, poussent vraiment à la révolution et elles sont très nombreuses à cette époque là-bas. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. Maintenant, Mélenchon, unité nationale, ouais, moi je trouve que déjà, quand on écoute l'un des potes de Mélenchon qui s'appelle François Ruffin, quand il nous parle de front populaire écologique, on voit qu'il est dans cet imaginaire-là, dans cette idée-là. Et Mélenchon, ouais, c'est souvent un partisan de l'unité nationale. Euh, et son programme politique n'est pas révolutionnaire, quoi. Après, à ma connaissance, il n'est pas dans un jeu d'alliance, comment dire, avec d'autres partis comme le Parti socialiste ou peut-être même une frange des enfin de LREM, tout ça. Donc, on ne peut peut-être pas comparer exactement ce que fait Mélenchon avec le Front populaire, mais voilà, il fait partie de ces gens qui voilà, sont réformistes, mais avec un discours parfois un peu de gauche, comme on dit, voilà, un peu avec des petites teintes révolutionnaires, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, quoi. Enfin, moi, j'avais acheté le bouquin L'avenir en commun, là, j'avais tout lu, j'avais cherché les mesures révolutionnaires, quoi. C'est du réformisme qui va long. Mais bon, déjà, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Et puis surtout, voilà, est-ce que ça répond vraiment aux problèmes des gens, quoi. Yes, super. Je- Il est quelle heure? Il est 22h08. Peut-être ça va à tout le monde si on déborde. On est censé finir à 22h, mais je vois que tout le monde reste là. Il reste au moins une question qui a été posée pendant ta présentation qui me semblait intéressante. C'est pourquoi Léon Blum il se laisse soudoyer par le patronat. Léon Blum, on nous le présente souvent comme quelqu'un qui défend les travailleurs, qui est pour la classe ouvrière, qui veut que ça se passe le mieux pour elle et tout ça. Et notamment Joe, là, juste il y a quelques minutes, disait que les capitalistes fassent tout pour les bloquer, les gouvernements réformistes semblent le découvrir à chaque fois et qu'ils se retrouvent au pouvoir et sont toujours autant étonnés. Et, bon, je ne vais pas lire tout son message, mais est-ce que c'est ça qui arrive à Léon Blum? Oui. Est-ce qu'il se retrouve comme tous les gouvernements réformistes de Hollande à Mitterrand, et on peut en citer plein d'autres, étonnés que le patronat les bloque et ne laisse pas faire toutes les réformes? Est-ce qu'il y a une question plus large, qu'en fait, la question que revendiquent les travailleurs quand ils occupent les usines, c'est que on travaille, l'usine est à nous, qu'importe à qui appartient officiellement, selon l'État bourgeois, l'usine, quel papier a signé qui. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Léon Blum il se laisse soudominer par le patronat? Est-ce que c'est un naïf qui se fait avoir et qui se retrouve confronté à un mur qu'il ne peut dépasser? Ou est-ce que naturellement il est plus du côté du patronat pour l'ordre bourgeois et qui préfère être de ce côté-là? Qu'est-ce qui se passe du côté de Léon Blum? Hum, Dure question, je suis désolé. Non, mais en fait, je pense que Léon Blum, il est dans la SFIO, le Parti socialiste de l'époque. Mais ça n'a rien à voir avec notre PS totalement, enfin, ça n'a rien à voir avec Hollande. À l'époque, le Parti socialiste, c'est un parti ouvrier qui a environ 120 000 adhérents et qui a des racines dans la classe ouvrière. Et de ce point de vue-là, c'est le plus gros parti ouvrier de France en 1934 et même en 1936. Seulement, c'est un parti qui fonctionne sur le modèle de la social-démocratie telle qu'elle existe au début du XXe siècle, c'est-à-dire on a un programme minimum qui est le programme de réforme immédiate, et puis on a aussi un programme révolutionnaire, plus pour les lendemains qui chantent, etc. Et rarement on met en accord les deux programmes, c'est-à-dire rarement on fait l'union entre le programme maximal et le programme minimum. Léon Blum, c'est un homme d'appareil, hein. C'est pas un militant de base, hein. C'est quelqu'un qui dirige le journal Le Populaire, c'est quelqu'un qui a été élu et qui est donc a une carrière de parlementaire, c'est pas un militant de terrain. Et même si dans sa rhétorique, il dit qu'il faut promouvoir l'unité prolétarienne,
il emploie ce mot-là, enfin, c'est pas Hollande qui emploierait des mots pareils, en fait, il ne faut pas se laisser tromper, quoi. C'est qu'à l'époque, en fait, il faut parler un petit peu marxiste pour pouvoir passer auprès des masses, quoi. Mais je pense qu'à aucun moment, Léon Blum est un livre qui se laisse duper. Il sait parfaitement qu'il veut mener un ensemble de réformes dans le cadre du capitalisme. Il n'a à aucun moment l'intention de renverser la table. Pour lui, il est là pour exercer le pouvoir, il n'est pas là pour conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir, c'est pour plus tard, un autre moment. D'ailleurs, si vous voulez avoir sa version des faits, quand il y a eu le gouvernement de Pétain, il a été jugé dans la cour de Riom, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, il explique ce qu'il a fait à cette époque. Donc vous pouvez tout lire. Il explique quoi, qu'il est très content que les patrons viennent à son chevet et il est très content de leur offrir voilà, les accords Matignon. Quoi. Il est content de ça. Quoi. Il découvre absolument pas le fait qu'il soit réformiste le jour J. Quoi. Il l'est déjà profondément. Yes. Ben, ouais. Allez, une dernière question, et peut-être j'abuserai, il y en aura encore une autre dernière derrière. Mais justement, tu disais, Léon Blum, c'est pas un militant de base, et plusieurs fois dans ta présentation, tu t'es référé aux thèses de Trotsky, à différents trucs, et en fait, nous, au NPA, une bonne partie des militants du NPA et à Révolution Permanente, on se réfère aux thèses de Trotsky, à sa pensée. Est-ce que tu peux nous dire ce que faisaient les militants trotskistes à l'époque? Je crois savoir qu'ils étaient assez peu nombreux, que c'était difficile pour eux, mais quelle était la politique qu'ils menaient, quelles influences ils ont eues, et pendant cette période qui est quand même assez large entre les émeutes fascistes de 1934, le Front populaire et en fait j'ai envie que tu nous parles de la Seconde Guerre mondiale et que moi j'ai pas grand chose à faire derrière et si tu as un topo qui est prévu 2 heures de plus, moi ça me va très bien, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler du Front populaire? Que faisaient les militants trotskistes? Quel était leur rôle? Dans quelle organisation ils étaient? Quel poids ils avaient? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, tu as raison de dire qu'ils n'étaient pas nombreux. Et avant 1934, ils sont à la fois pas nombreux et assez inaudibles. Ils n'ont pas beaucoup d'écho. Mais à partir de 1934, lorsqu'ils lancent vraiment le mot d'ordre de milice ouvrière, ils arrivent à gagner une certaine forme d'influence. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu à leur initiative, entre autres choses, que le PC et la SFIO se rapprochent pour faire un front unique ouvrier. Bon, après, le PC et la SFIO dépassent ça en faisant un front populaire beaucoup plus large. Mais c'est vrai que les militants trotskistes ont une certaine influence à ce moment-là. Pour gagner en influence, ils décident de rentrer dans la SFIO. Plutôt que de faire un parti isolé sans trop d'influence, ils se disent on va rentrer dans la SFIO parce que c'est le parti le plus large, le parti dans lequel il y a le plus d'ouvriers. Et en fait, en rentrant dedans, en créant une tendance, on va pouvoir s'adresser aux différents militants ouvriers et on va pouvoir en gros diffuser nos idées. Et ils font ça, je crois, en août 1934. Ils rentrent donc drapeau déployé. On est le groupe bolchevique-léniniste, nous sommes trotskistes et nous sommes une nouvelle tendance de la SFIO. Et enfin, ils font un travail de conviction auprès des militants et ça marche plutôt bien. Beaucoup de militants qui seront ensuite à la gauche révolutionnaire sont influencés par leurs idées. Par exemple, j'ai parlé de Marceau Pivert, il est pendant un temps plutôt influencé par toutes ces idées-là. La fédération de jeunesse de la Seine, c'est-à-dire en gros Paris et la Couronne, la région parisienne, passe trotskiste intégralement, quasiment, c'est-à-dire qu'ils gagnent la majorité dans la fédération de jeunesse. Bon, en août 1935, ils se font exclure. La SFIO commence à se dire, mince, il y a trop de révolutionnaires dans le parti, vous dégagez, et en gros, ils excluent les militants trotskistes qui se retrouvent un petit peu dehors. Et subir une exclusion, c'est jamais plaisant, ça crée des troubles. En gros, les militants trotskistes se séparent, se scissonnent, ça fait plein de groupes différents. Mais néanmoins, ils ont fait un petit travail au sein de la SFIO. Ensuite, ils essayent de se reconstruire un peu isolés les uns des autres. Et en 1936, on peut quand même dire que même s'ils n'ont pas un rôle de premier plan, un rôle déterminant ou même prépondérant, ils ont quand même une influence dans les grèves parce qu'ils poussent à l'auto-organisation, ils poussent à la généralisation de la grève. Et quand on regarde
toutes les insultes que lance le PC sur les trotskistes ou sur les éléments trotskisants qui veulent radicaliser le mouvement et l'entraîner vers des chemins qu'il ne faut pas emprunter, je pense qu'il y a une part à la fois de fantasme et de délire à l'époque où les hitléro-trotskistes sont partout, mais le fait qu'il y ait à ce point-là dans la rhétorique du PC une dénonciation des trotskistes, ça montre, je pense quand même que leurs idées avaient une certaine prise et que même s'ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas non plus totalement isolés et comment dire, inefficaces. Les, par exemple, en ce qui concerne les milices ouvrières, les militants trotskistes sont au premier plan pour organiser des milices dans lesquelles les ouvriers vont pouvoir se défendre pied à pied avec les pistes. Si je prends ta question au sens large, dans la SFIO, il y a une tendance qui se crée qui s'appelle la gauche révolutionnaire, qui est regroupée autour de Marceau Pivert et qui regroupe diverses tendances de gauche, voire même extrême gauche, et qui va, en gros, tout au long du Front populaire, jouer un rôle ambigu. Parce que eux, leur idée, c'est de dire il y a deux fronts populaires. Il y a le Front populaire électoral, qui va être le cheval de Troie qu'on va utiliser pour faire en sorte que le Front populaire de combat puisse exister. En gros, ils se disent la victoire électorale va permettre d'avoir une poussée des masses, une poussée ouvrière, et en gros, nous, on table sur le deuxième Front populaire. Bon, c'est une politique qui louvoie entre la fidélité au parti et des tendances plus révolutionnaires, mais qui, au final, reste plus du côté du parti, parce qu'ils refusent de suivre les trotskistes dans la fondation d'un parti indépendant, et au final, en 1938, ils se font exclure comme des malpropres de la SFIO, et ils constituent un parti qui s'appelle le Parti socialiste ouvrier et paysan, dans lequel les trotskistes rentrent, mais le parti n'a pas vraiment le temps de se constituer, parce que de 1938 à 1940, la guerre arrive très vite, et au moment de la guerre, le parti vole en éclats, parce que tu as des pacifistes, des gens qui sont déjà dans la clandestinité, des gens qui veulent fonder la 4e internationale, d'autres qui ne veulent pas. Voilà, le parti explose au moment de la Seconde Guerre mondiale et n'arrive pas à proposer une perspective. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se quitter là. Ça commence à faire un peu long. Vraiment, merci beaucoup. Je pense dans le chat, vous qui êtes encore là, on peut le remercier. C'était vraiment très bien. J'ai appris beaucoup de choses et je pense d'être loin d'être le seul. Il y a JB qui vient d'envoyer un podcast sur l'histoire du trotskisme. C'est vraiment super intéressant. Moi, je vous le conseille. Je l'ai écouté. C'est vraiment trop bien. Les premières années commencent en 1934, si je ne me trompe pas. Et c'est des interviews de militants qui te racontent comment en fait, ils se battaient contre le fascisme à l'époque. Cliquez sur le lien, c'est sur France Culture. C'est vraiment extrêmement intéressant. N'hésitez pas pour en savoir plus sur l'histoire du mouvement. Il y a comment les trotskistes se battaient pendant la Seconde Guerre mondiale et ça va jusqu'aux années 2000. C'est vraiment extrêmement intéressant. Il y avait Emma juste avant qui disait débordons avec tout un tas de hauts. Moi, je vous propose de déborder justement lundi prochain. On va parler de la question de l'État chez Lénine. Je le disais un petit peu en introduction, c'est vraiment une question extrêmement intéressante de dialogue, de discussion, de débat avec la social-démocratie, avec les anarchistes. Qu'est-ce que l'État ? Qu'est-ce que l'État ? En fait, c'est une question très compliquée. Entre la police et la sécurité sociale, il y a un fossé. Et on va parler de ça en 1917 et même avant, quand Lénine se pose la question de l'État. C'est une question extrêmement intéressante. Et donc, ça sera à 19h lundi prochain. Je vous invite vraiment à venir. Moi, en tout cas, j'y serai. Mais c'est un peu facile. Et sinon, jeudi prochain, JB, justement, nous présentera la question de Cuba, de la révolution cubaine, de ce qui se passe après, qui est aussi une question, en fait, on entend très peu parler. Soit on a la vision du Parti communiste en lien avec Cuba, qui dit que c'est une vraie révolution prolétarienne, que c'est l'émancipation du prolétariat et de la paysannerie cubaine. Soit de l'autre côté, on a la bourgeoisie qui nous dit que c'est un coup d'État, très difficile de se faire un avis. Jeudi prochain, JB nous permettra justement d'avoir un avis un peu plus précis, éclairé. Et sur ce, je vous remercie toutes et tous de participer chaque semaine. C'est un vrai plaisir pour nous d'animer cette séance, ces séances. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.
Et je vous dis à lundi prochain. Au revoir. Salut Valentin. Au revoir, salut.